Bonjour. Donc dans ce cours, on va voir la notion de transformateur. Donc la première expérience que l'on peut faire et qu'on voit sur Internet, sur YouTube, autant que vous voulez, vous prenez une bobine. Donc une bobine, c'est un fil, attention, qui est isolé par rapport entre lui, quoi. Enfin, donc il est enduit d'un vernis isolant. Et donc vous faites une bobine. Donc cette bobine, on a décidé ici dans l'expérience de l'alimenter avec un courant continu. On s'aperçoit que quand on fait l'expérience avec des conditions particulières, quand on alimente cette bobine, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer un champ magnétique et comment on le sait? Eh ben, si on met des clous, ben, ils sont attirés par le champ magnétique. D'accord? Petite subtilité, ici, comme on est en courant continu, la bobine ici, elle aura une face sud et une face nord, puisque c'est un aimant, un électroaimant, il y aura toujours un nord et un sud, comme les paires de chaussures, chaussure droite, chaussure gauche. Alors ici, par contre, quand c'est un courant continu, un générateur de courant continu, le nord et le sud seront fixes, ça ne bougera pas. Donc, si on fait la même expérience avec un générateur en courant alternatif, cette fois-ci, ça sera alternatif. Donc, suivant la fréquence, et ben ici, ça sera du nord-sud de 50 fois par seconde. Et pareil ici. Donc, quand il y aura le nord ici, il y aura le sud ici, et vice-versa. D'accord? Petite subtilité, pareil, les clous seront toujours attirés. Vous allez me dire, même si normalement, les clous devraient s'arrêter, tomber, ainsi de suite. Non, avec l'inertie, le clou reste aimanté. Donc là, j'ai chopé une petite vidéo sur Internet sur lequel il y a un gars qui fait une expérience. Je vais vous la passer et puis vous allez comprendre. Une résistance de puissance. Donc là, j'ai une résistance de 15 ohms, 20 watts. Ça, c'est pour limiter le courant. Donc, j'ai réglé sur 15 volts. Il nous faudra aussi une vis et du fil émaillé. Je vais faire parcourir un courant dans mon fil de cuivre et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on voit que la boussole qui est un aimant est soumise à un champ magnétique. Donc, elle suit les On peut lignes du donc champ en magnétique. déduire qu'un courant qui passe dans un conducteur produit un champ magnétique autour de celui-ci, appelé champ électromagnétique. Si on prend le conducteur avec la main droite et le pouce dirigé dans le sens du courant, les doigts qui s'enroulent autour du conducteur indiquent le sens des lignes de force du champ magnétique. Ça s'appelle la règle de la main droite. Je vais maintenant faire une autre expérience avec une bobine ou un électroaimant que je branche en série toujours avec ma résistance pour limiter le courant. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe. On a le nord dirigé vers l'électroaimant. Donc, comme deux pôles identiques se repoussent, automatiquement, ici, on a le pôle sud. Bon, maintenant, je vais inverser le sens du courant. Et là, c'est le pôle sud qui est attiré. Et il y a une petite astuce pour savoir, il suffit de noter le sens du courant. Donc si le courant circule dans les spires dans ce sens-là,
ce sera la face nord. Ça forme un N. Et dans l'autre sens, ça forme un S. Donc sur YouTube, vous pouvez voir plein d'expériences. Et ben, il suffit de taper électroaimant et puis vous en verrez pas mal. Donc là, je continue. La réversibilité du phénomène, ça veut dire quoi? On s'appuie sur ça pour fabriquer des transformateurs. Alors cette fois-ci, là, vous avez, au début, comme je vous ai dit, c'était un courant continu. Ensuite, courant alternatif, mais on sait que ça bouge. Donc à l'intérieur, le champ magnétique, il est variable, 50 fois par seconde. Alors l'astuce ici, c'est quoi? Alors, on a un millivoltmètre. Un millivoltmètre, c'est pour mesurer des tensions très petites, hein, pour voir si c'est capable de détecter. On met une bobine et cette fois-ci, on approche l'aimant. On déplace l'aimant de gauche à droite. D'accord? Donc voilà, on fait comme ça. D'accord? Donc vous verrez, il y a des expériences. Et on s'aperçoit qu'en déplaçant l'aimant, il y a une tension qui naît aux bornes du millivoltmètre. Donc, soit on déplace l'aimant, soit on déplace la bobine. Donc, c'est bien le mouvement relatif. Donc, soit je déplace l'aimant de gauche à droite vers la bobine, ou bien je laisse fixe l'aimant et je déplace cette fois-ci ma bobine. Attention, si je déplace les deux en même temps comme ça ne marchera pas. Pourquoi? Ben parce que la distance entre les deux, mon doigt et le stylo, ne bouge pas. Si elle bouge pas, ben il y aura pas de champ induit. Donc c'est vraiment qu'on appelle ça le déplacement relatif. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, on se dit tiens, au lieu de se déplacer de gauche à droite et de droite à gauche, l'un par rapport à l'autre ou vice versa, ce qu'on va faire, on va faire tourner l'aimant. Cette fois-ci, je prends mon axe de rotation et je le fais tourner. Là, vous voyez? Eh ben ça marche. Donc je laisse ma bobine et je fais tourner mon aimant. Et en faisant tourner mon aimant, ça fonctionnera de la même manière. Eh bien, l'astuce, c'est ça. C'est que cette fois-ci, soit on fait tourner un aimant, et c'est le principe des moteurs, hein, asynchrone, courant continu, ce que vous voulez. Et donc, tout ça, c'est basé sur ce principe-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, tiens, au lieu de prendre un aimant, on va prendre un électroaimant. Ça veut dire quoi? Ben, cette fois-ci, moi, je fabrique un électroaimant. Au lieu de fabriquer un aimant, au lieu de prendre un aimant, d'accord, je fabrique un électroaimant et je fais la même chose. Ça marche de la même manière. Donc cette fois-ci, on s'acquitte entre guillemets de l'aimant. Donc là, pareil, la même expérience. Hein, si je fais bouger l'un par rapport à l'autre, ça fonctionne. Mais si je fais bouger les deux, ça fonctionnera pas. D'accord? C'est bien le déplacement relatif. Alors vous allez me dire, mais monsieur, dans notre transformateur, il n'y a pas de déplacement relatif. Eh ben cette fois-ci, au lieu de mettre du courant continu, on va mettre du courant alternatif. Et le courant alternatif fait que là, le nord-sud va changer. C'est comme si on bougeait, d'accord? Eh ben l'astuce, elle vient de là. C'est que un transformateur ne fonctionne que si et seulement si il est alimenté en courant. Alors alternatif, sinusoïdal, cosinusoïdal, triangulaire, en fait tout ce que vous voulez, mais c'est du courant alternatif. Si vous ne mettez pas de courant alternatif, ça ne marchera pas. Des gens, il y en a certains qui disent oh, transformateur à courant continu. Ouais, mais il y a d'abord du courant alternatif et ensuite on le transforme. D'accord? Conclusion, un transformateur ne fonctionne pas en courant continu. Alors si vous voulez qu'il fonctionne en courant continu, il faudrait mettre un interrupteur et puis faire ça sur l'interrupteur, appuyer, ainsi de suite, faire des variations. D'accord? Donc le schéma de principe d'un transformateur, c'est quoi? On rentre en alternatif et on sort en alternatif. D'accord? Plus tard, vous verrez des alimentations stabilisées. On rentre en alternatif, on est à l'intérieur en alternatif, et en sortie, on s'arrange avec des dispositifs électroniques pour sortir du courant continu. Mais pour fabriquer du courant continu à partir de l'alternatif, on est obligé de passer par un transformateur. Donc ici, comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai des paramètres électriques, U1, donc la tension au primaire, I1, le courant au primaire, et la fréquence. Je rentre dans mon transformateur, qui est alternatif, je ressors en alternatif, mais cette fois-ci, quels sont les paramètres qui ont été affectés, les trois paramètres? Eh ben, c'est la tension qui peut être affectée. Bien évidemment, si j'affecte la tension, on affectera aussi le courant, mais petite subtilité, la fréquence reste la même. D'accord? Donc, un transformateur de tension de courant ne transforme pas la fréquence, il transforme soit la tension, soit le courant, voilà. Soit l'un, soit l'autre, mais pas la fréquence.
Donc, pour améliorer le rendement, comme on appelle ça, centraliser, pour concentrer les lignes de champ magnétique, électromagnétique, l'astuce est de mettre un circuit magnétique. Alors, ce circuit magnétique, c'est un bout de ferraille, alors qui est feuilleté. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, feuilleté, pourquoi? Ben, c'est pour limiter les courants de Foucault. Des fois, on les feuillette pas parce qu'on veut freiner quelque chose. Mais là, dans notre cas, on veut surtout les limiter. Donc, on met un circuit feuilleté. Donc, si vous avez remarqué, dans les transformateurs, on a l'impression qu'il y a... Enfin, c'est pas... On a l'impression. Il y a plusieurs... ce circuit magnétique est constitué de plusieurs morceaux de tôle. D'accord? Donc, bien évidemment, on a le primaire en courant alternatif qui va générer, grâce au fait qu'il soit alternatif, un champ magnétique alternatif. Et ce champ magnétique alternatif qui va dans un sens et puis dans l'autre, dans un sens et puis dans l'autre, va induire une tension dans le secondaire. Conclusion, lui, c'est un récepteur, le primaire est un récepteur et le secondaire devient un générateur. Donc pour la schématique, on ne va pas dessiner ça, on dessine généralement ça, un cercle dans un autre, on met U1. Alors l'indice 1, généralement, le premier indice, c'est pour le primaire, d'accord? Et le 2, c'est pour le secondaire. Voilà. Alors voilà les différentes représentations. Donc on peut représenter comme ça, ou bien en unifilaire comme ça. Donc, quels sont les paramètres électriques et physiques les lois qui vont être tirées? Donc, la première chose, c'est le rapport de transformation. Alors, c'est quoi le rapport de transformation? On a un transformateur qu'on a fabriqué. On sait qu'on va avoir une tension U1 au primaire, donc on aura un courant I1. Donc, notez qu'ici, là, on a notre transfo. Voilà, notre bobine ici. Donc, N, c'est le nombre de spires ici, d'accord? N1, et puis N2, c'est le nombre de spires au secondaire. Voilà. Donc, quels sont les, comment on appelle ça, les paramètres électriques qui vont être mis en jeu? On a le rendement. Alors, pour nous, le rendement, ce qui est faux dans l'absolu, hein, on a P2 sur P1, c'est toujours la sortie sur l'entrée. On va dire qu'il est égal à 1. Alors, pourquoi? Parce que les transformateurs, ils ont des rendements, les gros transformateurs, ils ont des rendements de 99,3,7. Enfin, c'est pratiquement égal à 1. Alors, pourquoi c'est égal à 1? Parce qu'il n'y a rien qui bouge. C'est pas un moteur, il n'y a pas de... Le circuit magnétique, il y a très peu de pertes. C'est pour ça qu'on a de très bons rendements. Donc ici, une des hypothèses fortes avec laquelle on va travailler, c'est que P2 égale P1. Attention, c'est faux dans l'absolu, hein. Mais pour nous, ça nous suffira. Et le rapport de transformation, petite subtilité, ici c'est U2 sur U1. Alors U2 en volts et U1 en volts, c'est la sortie divisée par l'entrée. Alors pareil, c'est un paramètre de transfert. Donc ici le rendement, c'est le transfert de puissance. Et là, le rapport de transformation, ça va être pour la tension, pour le courant et pour le nombre de spires. Alors petite subtilité, je répète, U2 sur U1 des volts sur des volts, c'est adimensionnel. Donc on aura un chiffre qui va se balader de 0 à l'infini, l'infini très grand, hein, et ça ne sera pas négatif, hein. M n'est jamais négatif. Donc, si le M est situé entre 0 et 1, c'est un transformateur abaisseur de tension. S'il est supérieur à 1, ce sera un transformateur élévateur de tension. Alors, attention, ici, c'est bien U2 sur U1 pour les tensions, d'accord? C'est l'inverse ici pour le courant, c'est I1 sur I2, petite subtilité, et c'est la même chose pour le nombre de spires, N2 sur N1. Et donc, ça, c'est le rapport de transformation qui est sans unité. Donc voilà les trois paramètres. Si M est compris entre 0 et 1, c'est un transformateur abaisseur de tension. Attention, s'il abaisse la tension, il augmente l'intensité, obligé. Là, c'est un transformateur d'isolement. Généralement, on appelle ça un transformateur d'isolement. Pourquoi? Parce que M égale à 1, donc la tension d'entrée est égale à la tension de sortie. À quoi ça sert? Ben, le but, c'est de s'isoler du primaire, de la tension primaire. Alors, pourquoi on fait ça? Par exemple, alors plus maintenant, mais dans le temps, quand on avait des rasoirs électriques, dans les salles de bain, on isolait le rasoir électrique par rapport au neutre, par rapport à la terre qu'on appelle ça, de l'habitation. Alors pourquoi on faisait ça? Pour pas que ça soit dangereux, d'accord? Donc on avait un petit rasoir électrique et puis sur un transformateur qui était isolé, voilà. Et puis bien évidemment, si M est supérieur à 1, c'est un transformateur élévateur de tension. Attention, s'il élève la tension, il abaisse l'intensité. Alors pourquoi je dis ça? Ben regardez, c'est l'inverse. On a bien U2 sur U1 et I1 sur I2. Si vous voulez que ça fonctionne mathématiquement, si j'abaisse ma tension, j'augmente mon
mon intensité. Alors pourquoi? Parce qu'on avait vu que P1 égale à P2, et donc P1 c'est égal à I1 fois I1, U1 fois I1, et P2 c'est égal à U2 fois I2. Si ça c'est égal, si ça c'est très grand, ça c'est petit, et si ça c'est petit, donc ça c'est très grand. Voilà. Donc là, j'ai mis abaisseur de tension, élévateur d'intensité, isolement ou séparation, séparateur, un transformateur de séparation, isolement et séparation. Et là, si M est supérieur à 1, à ce moment-là, c'est un élévateur de tension. Si c'est un élévateur de tension, c'est forcément un abaisseur d'intensité. Alors, ça, on s'en sert pour transporter l'électricité très très loin. C'est pour ça qu'on a des transformateurs de 400 000 volts. D'accord? 400 000 volts, on augmente la tension, donc on peut aller très très loin, et l'intensité est toute petite. Mais attention, on garde P1 égale P2. Donc là, on va comparer, on va voir les paramètres de construction. Si on a un transformateur qui est abaisseur de tension, si on a un abaisseur de tension, ça veut dire que N2, il est plus petit que N1. Donc si N2 est plus petit que N1, on met ce signe mathématique qui veut dire N2 inférieur à N1. Alors attention, si N2 est plus petit, conclusion, la section du fil sera plus grosse. Donc je continue. Donc la section du secondaire sera plus grande. Alors pourquoi elle sera plus grande? Parce que le courant I2 sera plus grand. Donc si le courant est très fort, donc il faut de la section. Vous pouvez pas transporter du courant dans un tout petit fil, quoi, de section de petite fil. Alors si M est égal, alors là c'est le plus simple. Si M est égal à 1, donc un transformateur d'isolement ou de séparation. Donc ici c'est égal, et puis là c'est égal. On se casse pas la tête, hein, là. Hein. Bien évidemment, si M est supérieur à 1, eh ben ça va être l'inverse. Donc N1 sera inférieur. D'accord? Il va y avoir beaucoup de spires au secondaire. Donc le nombre de spires au primaire est plus petit que le nombre de spires au secondaire. Alors attention, si je suis un élévateur de tension, je vais donc être abaisseur d'intensité. Donc si j'abaisse mon intensité, j'ai pas besoin d'avoir une grosse section. Donc je reprends. Alors ici, comme on a un transformateur élévateur de tension, puisque M est supérieur à 1, donc ici on aura N inférieur à N2. Donc ici, si M est supérieur à 1, ça veut dire que N2 est supérieur à N1. Et bien évidemment, les sections c'est inversé. Donc si on a beaucoup de spires au secondaire, si je veux faire rentrer tous ces spires, il va falloir que les spires, la section des spires soit plus petite. Donc S2 sera plus petit que S1. Et donc, on se retrouve avec l'inverse ici. D'accord? Ce qui est tout à fait normal. Ensuite, pour le calcul ici, moi je vous en fais un et après, voilà, vous allez vous débrouiller. Alors ici, on a le rapport de transformation M est égal à 1. Bah, si M est égal à 1, bah, U2 sur U1, ils sont identiques. Donc ici, ça va être vite fait, ça va être 230 ici. D'accord? I1, ben, comme M égale à 1, c'est très important, ça, ben, je vais retrouver le même I1. Alors ici, j'ai pas mon I1, j'ai pas mon I2, mais j'ai ma puissance. Ben, ici, I1, ça sera 200 divisé par 230. Ce qui fait 0,86 ampères pour chacun. Et puis là, N1 égale à N2, c'était le plus simple, ça va me faire 500. D'accord? Donc ici, ben, cette fois-ci, dans le transformateur T2, on a quoi? On a 230. Donc on a la tension du primaire, on a le courant, et puis on a le nombre de spires au primaire et au secondaire. Donc ici, à partir de là, vous pouvez calculer le rapport de transformation, excusez-moi, M, c'est 315 divisé par 3000, vous allez trouver ça, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez, je vous aide hein, vite fait, hein, une fois que vous avez trouvé le rapport de transformation, décidément aujourd'hui, qu'est-ce que je peux calculer? J'ai mon courant I1, j'ai ma tension, et puis. Donc, comme je disais, j'ai mon courant du secondaire et j'ai mon rapport de transformation. Je peux donc calculer, moi, mon U2. Donc, U2 est égal à M fois U1. D'accord? Donc, ici, je vais faire 230 fois 0,105 fois 230, ce qui me donne une tension ici de 24,15. Une fois que j'ai la tension 24,15 et j'ai mon courant I2, ma puissance, eh ben, c'est ça fois ça. Donc 24,15 fois 5. Ce qui me fait une puissance de 120
120,75 watts, d'accord? Et ensuite, pour calculer I1, il suffit de faire 120,75 divisé par 230, et puis vous trouverez votre I1. Donc après, vous continuez tranquillou. Donc là, on va aborder les transformateurs triphasés. Alors, dans les transformateurs triphasés, on a généralement 3 enroulements au primaire et 3 enroulements au secondaire, ce qui nous fait en tout et pour tout 6 enroulements, donc primaire, secondaire, ainsi de suite. Les circuits magnétiques, là c'est un circuit magnétique comme un autre, hein. On verra plus tard que c'est un peu plus compliqué que ça, ils font des trucs plus ou moins complexes. Et les couplages, nous on en connaît deux. On connaît le couplage étoile et le couplage triangle. Attention, dans les transformateurs, on a aussi le couplage zigzag, dont je n'en parlerai pas dans ce cours. Non, j'en parlerai pas. Donc, en réalité, dans les transformateurs, on a 3 couplages. Triangle, étoile et zigzag. Alors, le zigzag, on le trouve quand on veut équilibrer les champs magnétiques dans chacun qu'on appelle ça, dans chacun des circuits magnétiques. Parce qu'un équilibre pur et dur, ça n'existe pas. Si on a un transformateur triphasé et qu'on a 3 maisons, jamais les 3 maisons vont tirer le même courant et la même puissance en même temps. C'est pour ça qu'on met des transformateurs zigzag. Donc ici, on a le couplage étoile, excusez-moi, le couplage triangle, le couplage triangle, donc que vous connaissez déjà, c'est le même qu'en moteur alt-synchrone. Hein. Alors, pourquoi on met la lettre D? D, ça vient de delta. Delta, la lettre, ça c'était la lettre grecque, majuscule grecque, delta, et D, c'est pour ça qu'on prend la lettre D. Alors, quand c'est pour le primaire, ça sera du D majuscule, et quand ça sera pour le secondaire, ça sera du D minuscule. Et pareil pour le couplage, qu'on appelle ça, étoile, donc ici, que vous connaissez déjà. Alors, pour le primaire ou la haute tension, ça sera du Y. Alors, quand j'ai dit primaire, mais c'est généralement de la haute tension, donc Y, et puis pour le secondaire, petit y, grand Y que petit y. Donc ici, c'est ce que je mets ici. Hein. Première lettre en majuscule, elle indique le couplage du côté haute tension au primaire, donc Y ou D, d'accord? Couplage étoile. Hein. Là, en minuscule. Et puis la troisième lettre, s'il y a lieu, ça nous dit si on sort le neutre ou pas. Donc là, on sort le neutre au côté haute tension, et là, on sort le neutre côté basse tension. D'accord? Et les indices horaires, bien évidemment, ça va de 0 à 11. Alors, 0 jusqu'à 11, ça nous fait 12. Alors, si vous faites 360 divisé par 12, ça veut dire qu'un indice horaire vaut 30 degrés à chaque fois. 360 divisé par 12, ça fait 30. Alors, pourquoi il y a ces indices horaires? Tout simplement que quand on va générer une tension à partir du primaire, il y a un décalage dans le temps pour la naissance de la tension au secondaire. Ça, c'est la loi de la nature. Hein. On appelle ça un système causal. Hein. D'accord? Faut pas dire aïe avant d'avoir reçu la claque. D'accord? Donc, on reçoit la claque et on dit aïe après. Donc, le aïe, il vient après. Alors, ici, les indices horaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va de 0 à 11. Si vous faites de 0 à 11, ça nous fait bien 12. Hein. Si vous faites 360 divisé par 12, ça nous fait bien 30 degrés par indice horaire. Alors là, je vous donne un petit exemple ici. Donc ici, on a un DYN11. D, ça veut dire que au primaire, haute tension, il est couplé en triangle. Donc on a besoin que de 3 fils, 1, 2, 3. Y, au secondaire, il est couplé en étoile. Avec le neutre sorti, ça nous fait 3 plus 1 fil. 3 fils de face plus le neutre, d'accord? Et voilà, je le note. Et puis 11, ça veut dire quoi? Que le décalage de la tension primaire par rapport à la tension secondaire, elle est de combien? Eh bien, elle arrive 330 degrés après. Il y a un décalage de 330 degrés. D'accord? Alors, ces décalages-là, vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, si vous mettez des transformateurs avec des décalages en parallèle, excusez-moi, en parallèle, si vous mettez des transformateurs en parallèle pour alimenter une ville, et s'ils n'ont pas le même indice horaire, ça ne marchera pas. Pourquoi? Ben parce que les tensions, vu qu'elles sont pas le même indice horaire, elles vont se taper dedans. Grosso modo, c'est comme si vous aviez une file de voitures, et pour pas que les voitures se rentrent dedans, il est impératif que toutes les voitures roulent à 50 km/h, enfin, roulent à une vitesse donnée. Maintenant, si vous mettez sur une file de voitures, une voiture qui roule à 50 et l'autre qui arrive à 70, je sais pas si vous avez compris, au bout d'un moment, la voiture de 70, elle va taper dans celle qui roule à 50 et vice versa. Alors, pour pas que cela se passe, on a le même indice horaire. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous explique le grosso modo pourquoi il faut impérativement le même indice horaire. Donc là, vous avez des exercices à faire. Hein. Cette fois-ci, on est en triphasé plus neutre. Là, on a un triangle et là, on est en étoile plus neutre. Donc le DYN11. Alors,
ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a un déphasage de 330 degrés de la tension primaire par rapport à la tension secondaire. Ici, on a 150 degrés. Alors, 150 degrés, si vous faites ça divisé par 3, je dis divisé par 3, mais c'est divisé par 30. Dans ma tête, je divise par 3. Prends le 15, je divise par 3, ça me fait 5. Donc, ça me fait 5 heures. D'accord? Et là, j'ai un triangle. Donc, ça va me faire un D, Y, et puis, vu que le note n'est pas sorti, on s'en fout, et 5. Et que 5 fois 30, ça fait bien 150. DY5. Après, à vous de trouver cela. Ici, ça n'a rien changé. Allez voir la vidéo 55, hein, c'est exactement ça. Hein. Et puis la fiche 16, pour les tensions, les relations entre le primaire et le secondaire, il n'y a rien qui change, heureusement. Alors, petite subtilité, alors on appelle ça des transformateurs spéciaux. Alors, c'est pas des transformateurs dans l'absolu, c'est des autotransformateurs. Il n'y a pas de qu'on appelle ça de séparation entre le primaire et le secondaire. Donc ici, on a un autotransformateur, c'est hyper dangereux. Pourquoi? Parce que le primaire, il dit bonjour au secondaire. Hein. Et là, on peut faire varier notre tension. Voilà, on appelle ça un autotransformateur. Donc voilà les différentes représentations schématiques. Et puis dans les grandes usines, pour mesurer les tensions et les courants, on prend des transformateurs de tension ou bien des transformateurs de courant. D'accord? On le mesure et puis on lit directement la tension ou l'intensité qui passe dans un circuit donné. Et là, vous avez des exercices à faire avec les réponses normalement qui sont là. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Merci.